Alors, bonjour à tous. Je vois qu'il y a encore quelques personnes qui sont en train d'entrer. Voilà. Là, oh, c'est bon. Alors, bonjour à tous. Oh, pardon. Vous voyez mon écran? Pouvez-vous me confirmer? Oui. OK, excellent. Alors, bonjour à tous. Je suis Pierre Rainville, directeur scientifique intérimaire du Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Ça me fait extrêmement plaisir, vraiment, même ça me touche beaucoup d'avoir l'opportunité de présenter la conférence, la septième conférence André Roch-Lecourt, qui mettra en vedette Sylvie Belleville, qui nous parlera de ses travaux de recherche. La, la- la- la conférence André Roch-Lecourt, c'est une conférence qui nous rappelle l'histoire du centre de recherche avec son fondateur, donc André Roch-Lecourt, qui était neurologue, professeur à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, qui a fondé à l'époque ce qu'on appelait le centre de recherche du Centre hospitalier Côte-des-Neiges, donc en 82. En fait, dont l'idée initiatrice avait germé à l'Hôtel-Dieu de Montréal et qui rapidement s'était transposée au centre de recherche, au Centre hospitalier Côte-des-Neiges de Montréal, dans le pavillon qui maintenant est l'aile R du centre de recherche, avant que nous puissions emménager dans les locaux des bureaux des anciens combattants. Donc, notre boîte à chaussures, notre grand bâtiment de 7 étages était un édifice des bureaux des anciens combattants. Et donc, qui a permis une croissance du centre de recherche à l'époque et qui s'est continuée vraiment d'une façon extraordinaire sous la direction de Sylvie aussi. On avait 38 chercheurs à l'entrée en fonction de Sylvie comme directrice du centre de recherche en 2009. Et on est rendu à 58 chercheurs réguliers du centre de recherche. Donc, il y a vraiment eu une croissance phénoménale avec un nombre de chaires de recherche qui s'est décuplé, un taux de financement qui a explosé et des évaluations du FRQS qui sont exceptionnelles. Donc, à chaque reprise où Sylvie a présenté la demande de renouvellement du centre de recherche. Donc, évidemment, cette conférence-là, c'est aussi l'occasion de souligner, de remercier Sylvie pour son engagement au centre de recherche. Malheureusement, à la fin de son mandat, cet hiver, on n'a pas pu faire un événement public commun, donc on a souligné ça en privé, en petits groupes, mais aujourd'hui, on voyait l'occasion avec la conférence André Roch-Lecourt aussi de remercier, de témoigner notre gratitude à Sylvie pour cette contribution-là vraiment exceptionnelle à la croissance du centre de recherche. J'ajouterais aussi que Sylvie a contribué à diversifier nos activités, à entrer de plein pied dans l'intersectorialité, à la fois comme une mentor, un exemple de cette capacité-là d'élargir ses propres champs de recherche, mais aussi comme émulatrice des initiatives de recherche au centre et qui continue de jouer son rôle de leader. Je vais souligner deux éléments que Rémi Quirion m'a demandé de souligner. Malheureusement, Rémi Quirion devait être présent ce midi, mais il y a eu un problème technique pour se brancher avec nous. Alors, il ne pouvait pas être là, donc s'excuse auprès de toute notre communauté de son absence. Rémi m'a souligné qu'il a lu le livre de Florence Menet sur les femmes en sciences. Il a relevé deux commentaires que Sylvie a fait dans son entrevue. Euh, le premier commentaire, c'est que la réussite ne doit pas nous faire peur. Et donc, c'est vrai assurément pour les femmes en sciences, qui peut-être parfois une attitude un peu plus, une attitude d'humilité, une position d'humilité. Je pense que cette qualité-là d'assumer sa réussite, je pense que Sylvie est un bel exemple de cette capacité-là d'affirmer ses succès. Puis si elle ne l'a pas, on le fera pour elle avec grand plaisir. C'est assez facile de trouver des manifestations de ses compétences, son expertise, ses succès. Puis l'autre élément, c'est apprendre de ses échecs. Puis d'en prendre de ses échecs, bien entendu, il ne faut pas avoir peur de faire des échecs, donc de prendre des risques. Puis je pense qu'en science, c'est un excellent
message, signal qu'on doit partager. Fait, merci Sylvie d'être ce modèle-là. Je ne suis pas une femme en sciences, mais j'ai 2 filles, j'ai une conjointe et je peux assurément témoigner aussi en voyant mes collègues évoluer, puis entre autres mes collègues, mes chercheuses boursières du FRQS que j'ai eu l'occasion d'accompagner au cours des 10-15 dernières années au FRQS font assurément face encore aujourd'hui à des défis de conciliation de leurs tâches de conjointe, mère dans leurs activités professionnelles, de concilier ces aspects-là. Oui, les hommes sont de plus en plus impliqués dans ces différentes dimensions-là de notre vie, mais assurément, les femmes ont encore aujourd'hui souvent plus de compromis à faire sur cet aspect. Je m'arrête, je pourrais parler encore des heures de Sylvie, mais je vais laisser la parole à Marie-Josée Hébert, donc vice-rectrice de l'Université de Montréal. Marie-Josée. Merci beaucoup, Pierre. Et puis, c'est un grand plaisir d'être ici d'entrée de jeu pour dire merci à Sylvie Belleville, puis exprimer toute la reconnaissance de l'Université de Montréal pour un parcours remarquable tant dans son rôle de scientifique que dans son rôle de bâtisseuse. Puis j'aimerais peut-être rebondir tout de suite sur ce que Pierre vient de dire parce qu'il y a différents types de leadership, hein, et puis il y a différentes manières d'exercer son leadership. On a parfois mis beaucoup d'emphase sur une espèce de leadership bulldozer qui défait tout sur son passage pour arriver à ses buts. Mais on doit maintenant se poser des questions sur les leaderships qui permettent de construire, qui permettent de bâtir, puis qui permettent de bâtir des leviers de développement pour toute une équipe, pour tout un secteur. Puis pour ça, il faut une vision, il faut un savoir-faire, il faut un savoir-être. Puis Sylvie incarne tout ça. Et donc, des leaders comme Sylvie, ben, on en prendrait plus, on en veut plus, mais on doit célébrer ceux qu'on a. Et puis, c'était essentiel pour moi d'être ici aujourd'hui. Puis de partager quelques petits secrets. C'est clair que mon équipe, on a gratté un peu dans le passé de Sylvie. Je dois remercier d'ailleurs Laetitia Cremona et puis Yves, Joannette, qui m'ont passé de l'information parce qu'il y avait des éléments que je ne savais pas là-dedans. Et puis, donc, un petit retour sur les multiples accomplissements, mais aussi la carrière de Sylvie. Alors, Sylvie, elle a initié sa carrière au CRI-UGM. Elle a été formée en psychologie expérimentale de la vision, puis après ça en neuropsychologie clinique. Et puis, de ce que je comprends, Sylvie a bénéficié du mentorat d'André Roch-Lecourt, qui était alors directeur du CRI-UGM. Alors, je pense que le fait que ce soit dans le contexte de la présentation d'André Roch-Lecourt, c'est tout à fait cohérent. Par la suite, Sylvie, elle a eu un parcours sans faute, là, chercheur boursière, FRSQ, junior, senior, national. Donc, elle a tout eu. Et ses contributions scientifiques ont été multiples et variées. Elle va nous parler aujourd'hui de son travail dans le domaine de la neuropsychologie du vieillissement, mais je pense qu'il faut noter que son travail concerne non seulement des avancements des connaissances, mais aussi des propositions d'intervention, puis des programmes pour optimiser ou améliorer la mémoire. Puis c'est tout à fait remarquable d'avoir tout ce continuum entre les recherches de base, mais leur application et comment est-ce que tout ça fonctionnait dans un cercle qui était à la fois très vertueux et fécond. Pierre l'a mentionné, donc Sylvie a une contribution remarquable comme chercheuse, mais aussi contribution notoire à la gestion académique en tant que directrice adjointe, d'abord à la recherche clinique au CRI-UGM, alors que Yves Joannette était à ce moment-là directeur, je crois.
Il semble que dès le début de ton implication, Sylvie, c'était clair que tu réussissais à insuffler beaucoup de liens puis de collaboration entre les chercheurs, entre les cliniciens, puis tu avais un impact important pour soutenir les cliniciens, à les inspirer, puis à participer à la recherche, puis avoir une espèce de vision d'intégration d'équipe où chacun s'épaule l'un l'autre, puis où le tout est grandement plus grand que la somme de ses parties. Et donc ça, je pense qu'on en est très, très reconnaissant pour tout ce que tu avais à la fois comme vision, mais aussi de pouvoir le mettre en action, puis dans une vision qui était résolument collaborative. Puis en plus, elle a participé d'une manière tout à fait significative à la formation. Certains d'entre vous qui assistez êtes peut-être ou bien étudiants actuels ou passés, et puis plusieurs de ces étudiants au doctorat ont continué dans le domaine académique. On retiendra qu'en tant que directrice du CRI-UGM, bien, elle a joué un rôle important dans le positionnement de la recherche sur le vieillissement au sein de toutes les facultés de l'université. Alors, quand on parlait de collaboration interfacultaire puis intersectorielle à mon vice-rectorat, non seulement Sylvie comprenait, mais elle avait souvent une longueur d'avance sur nous tous et toutes. Elle a joué un rôle important tant dans la notion de vieillir en santé que des défis de santé lors du vieillissement, dont les maladies neurodégénératives à incidence sur la cognition, mais tout ça s'est incarné dans un esprit profondément interdisciplinaire et intersectoriel. On a aussi l'introduction d'une programmation de recherche et des plateaux de recherche sur la plasticité cérébrale et la réalité virtuelle. Un travail remarquable qui a été fait pour la mise en place du futur carrefour du bien vieillir, une plaque tournante de l'innovation technosociale qui émane du CRI-UGM au service du bien vieillir en lien avec l'insertion et la communauté. On n'avait pas besoin d'une pandémie pour nous démontrer jusqu'à quel point ce travail-là était non seulement visionnaire, mais nécessaire. Et puis, je me vois dans, je pense, l'obligation de vous redire à tous qui assistez à la conférence aujourd'hui jusqu'à quel point on a besoin de vous et on aura à relever les défis qui se présentent puis qui ont été manifestement démontrés par la pandémie. Mais donc, on a absolument besoin de continuer à se mobiliser autour de cette thématique du bien vieillir. Je ne ferai pas la liste des prix et distinctions parce qu'il y en a trop, puis il faut bien que Sylvie puisse parler, mais on va noter qu'elle est quand même titulaire de la chaire de recherche du Canada en neurosciences cognitives, du vieillissement et plasticité cérébrale, qu'elle est membre de l'Académie canadienne des sciences de la santé et qu'en 2019, elle était la récipiendaire du prix Pythagore en sciences de la santé. Alors, encore une fois, Sylvie, merci beaucoup pour l'ensemble de tes contributions. Merci beaucoup, Marie-Josée. Alors, tout de suite, je passe la parole à Mme Sonia Bélanger, donc, qui est la PDG de notre CIUS, donc du Centre-Sud de Montréal. Mme Bélanger. Oui, merci beaucoup, Pierre. Merci, Marie-Josée. Et puis, bonjour à vous tous et toutes et bonjour, Sylvie. Alors, et je vous remercie d'ailleurs d'être présent là, pour souligner l'exceptionnelle contribution de Sylvie au développement de la recherche de l'Institut universitaire de gériatrie, le CRI-UGM. Et je suis très honorée de pouvoir m'adresser à vous tous aujourd'hui et à Sylvie. Et ça me replonge avec une certaine émotion en 2015 quand on s'est fusionné puis qu'on a mis en place ces méga organisations. Puis on sait que le CIUS, c'est une très grande organisation et dès le début ou dès les premières semaines, j'avais eu l'occasion de rencontrer Sylvie et elle m'avait partagé son inquiétude de voir disparaître tout le volet scientifique de la gériatrie. Et puis, elle m'avait expliqué le mode de fonctionnement du centre de recherche et je sentais chez Sylvie cette passion. Et je pense que ça a été pour moi aussi une appropriation rapide de ce qu'était le CRI-UGM. Sylvie, pour moi, c'est une femme d'exception. Elle a su, tout au long de sa carrière,
développer la recherche, positionner le CRU-UGM comme organisation incontournable en matière de recherche sur le vieillissement. Donc, une organisation incontournable au Québec, mais aussi dans le monde de la francophonie et au niveau international. Sous sa gouverne, le CRU-UGM s'est grandement développé. J'aimerais peut-être sortir quelques faits saillants. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le nombre de chercheurs a cru de plus de 50% au sein du CRU-UGM durant la direction de Sylvie. On est passé de 36 chercheurs à 59 chercheurs. Donc, c'est vraiment extraordinaire, un développement qui fait l'envie, je pense, de beaucoup de centres de recherche. Je voudrais aussi mentionner que le nombre croissant d'étudiants, donc une attraction croissante du nombre d'étudiants dans notre centre, de 204 à 350 étudiants maintenant qui viennent contribuer et qui se perfectionnent. Alors, gros bravo, Sylvie, pour ce développement de nos chercheurs et l'augmentation du nombre d'étudiants. À ces standards élevés au plan scientifique, elle a su insuffler ce goût pour la culture scientifique. Sylvie, c'est une scientifique, mais pour moi, c'est aussi une artiste parce qu'elle est tellement passionnée. C'est une personne qui, je ne la connais pas personnellement, je ne sais pas si elle a développé les arts, mais pour moi, c'est une personne entière. Elle est passionnée, elle est motivée et vraiment, c'est une personne qui a une très grande capacité de communication aussi. Alors, comme je le disais tantôt, j'ai rapidement constaté que Sylvie avait une volonté très forte de démocratiser la science au grand public ainsi qu'au milieu clinique. Pour moi, Sylvie, c'est une femme d'idées qui a fait germer de nombreux projets dont les échos retentissent encore aujourd'hui. J'ai eu notamment le plaisir de découvrir le Centre Avantage qui agit comme catalyseur pour diffuser et vulgariser les dernières découvertes. Alors, et on sait que ce Centre Avantage est une fierté très importante. Sylvie en a parlé beaucoup. Elle l'a porté notamment en lien avec la fondation aussi de l'Institut. Que dire du Carrefour du bien vieillir? Alors, pour lesquels on a eu l'occasion d'avoir des rencontres avec Sylvie qui venait nous présenter ce carrefour du bien vieillir. Et puis, écoutez, c'était un carrefour qui était grandiose et puis on voyait tout le potentiel. Sylvie, vous avez cette force, cet engagement à générer la multidisciplinarité des savoirs, à créer des chocs, oui, mais aussi à susciter des projets concrets. Des projets, entre autres, du comité aviseur de recherche clinique, le CAREC. Là aussi, j'ai eu l'occasion de découvrir ce qu'était le CAREC et j'ai eu l'occasion d'y participer. Un véritable laboratoire d'idées. Sylvie, grâce aux alliances que vous avez bâties entre les chercheurs, les milieux de pratique, les partenaires universitaires et internationaux, ainsi que les liens particuliers tissés avec les usagers, vous pouvez être fiers du legs professionnel que vous laissez au CRU-UGM. Aujourd'hui, grâce à votre contribution inestimable, le Sud du Centre-Sud se positionne avantageusement sur l'échiquier de la recherche en matière de vieillissement. Sylvie, je veux vous remercier du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait et vous féliciter aussi pour les honneurs à titre de docteur honoris causa pour lesquels il y aura une célébration éventuellement. C'est un honneur grandement mérité et je suis très, très heureuse de vous avoir eu. Et là, c'est de façon très, très personnelle de vous avoir eu comme directrice scientifique de ce centre de recherche extraordinaire. Je vous souhaite une belle continuation et surtout beaucoup, beaucoup de santé pour pouvoir profiter de la vie pleinement et réaliser les nombreux projets que vous avez sans doute encore en tête. Merci, Sylvie. Merci, Madame Bélanger. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas, Sylvie, si tu es
énergisé par toutes ces belles paroles assurément bien méritées. Alors, on te laisse la parole maintenant pour nous présenter tes travaux de recherche à toi. Comme directrice de centre, tu as eu tellement d'occasions de présenter les travaux des autres depuis une douzaine d'années. Alors, on t'offre cette plateforme, puis on t'écoute avec plaisir nous parler de ce qui te passionne dans ta recherche. Merci. Merci, Madame Bélanger, merci, Madame Hébert, merci, Pierre, pour l'invitation et puis pour ces mots que je sens vraiment très sincères et ça me fait très chaud au cœur. Puis toutes ces réalisations du centre, je les ai j'ai essayé de les montrer, mais en fait, c'est tous les chercheurs qui le supportent et puis qui en sont les vrais constructeurs, si on veut. Donc, je vous remercie beaucoup. Je reçois ça avec beaucoup d'humilité parce que je sais que ce centre-là, il a tout le potentiel pour être un centre extraordinaire. C'est les chercheurs qui font le centre. Et le directeur est là vraiment pour juste donner les bonnes conditions pour faire en sorte que tout ça se réalise. Et ça a été un grand plaisir, un grand honneur pour moi. Surtout que ce centre, il m'a vraiment, il m'a fait grandir, puis il m'a fait naître comme chercheur. Donc peut-être je vais... puis aussi j'ai une petite chose, mais là si je sais ce que je risque de pleurer là, mais... Il y a quelque chose de merveilleux avec le Zoom et la diffusion web, c'est que n'importe qui partout peut assister. Et aujourd'hui, ma maman est là. Je l'ai appris ce matin, ma maman est là et plusieurs membres de ma famille. Alors, je voudrais juste saluer ma maman et aussi lui dire que tout ce que je fais, c'est grâce à elle. Et puis, toutes les belles choses que j'ai faites, c'est pour être sûre qu'elle soit vraiment fière de moi. Et je voudrais la remercier infiniment pour tout ce support et la confiance qu'elle m'a fait. Comme vous m'avez fait aussi, je pense qu'il faut plein de bonnes personnes bienveillantes autour de nous quand on veut faire des belles choses. Et donc, je vais peut-être commencer maintenant, si c'est possible, par... cette photo ici, que plusieurs d'entre vous ont déjà vue, hein, ça date des années 80-90, je pense. Puis je voulais apporter cette photo-là parce qu'elle est bien représentative du début de ma carrière au centre de recherche. Vous avez André Roquecourt qui est là au centre, entouré par sa grande famille scientifique. Et puis, vous avez aussi, ce que j'aime de cette photo, c'est qu'il y a beaucoup de mes mentors. Il y a, entre autres, Isabelle Peretz qui est là, par terre, là, à la droite. Il y a aussi Yves Jeannette, évidemment, qui a été pour moi un mentor, notamment au niveau de son leadership, qui est extraordinaire. Il y a aussi des gens qui ont été mes mentors au niveau clinique, comme Claudine Renazo-Leclerc et Francine Sophie Fontaine. Puis, il y a aussi plusieurs collègues, certains avec qui je continue de travailler, comme par exemple Isabelle Lucier est là, il y a Sonia Lupien qui est là à terre aussi avec moi Isabelle bien assise, et puis Martin Arguin, que je sais qu'il est ici aujourd'hui, il est sur cette photo. Donc, ce sont des collègues qui sont maintenant devenus des chercheurs de grand renom. Alors, c'est intéressant de voir comme le centre de recherche a été vraiment un milieu qui a permis à ces gens de se révéler et puis de grandir comme scientifiques. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la réserve et de la neuroprotection chez les aînés dans le prodrome de la maladie d'Alzheimer, parce qu'un des objectifs, je dirais, les plus fondamentaux et les plus urgents dans le domaine des neurosciences cognitives du vieillissement, c'est de comprendre pourquoi certains individus subissent peu de déclin cognitif avec l'âge, alors que d'autres semblent montrer des difficultés quand ils vieillissent sur le plan de leur cognition. Et ça, c'est vraiment fondamental parce que si on était capable de répondre à cette question, on pourrait outiller les aînés pour préserver leur santé cognitive. Et ça, cette diapositive illustre un peu cette variabilité. Vous avez la performance cognitive ici en bas qui passe de basse à haute, et vous avez différents groupes d'âge de 35 à 85 ans, et les différents points sont des différents individus. Et on voit dans cette étude longitudinale, la Betula Longitudinal Study, que certaines personnes
âgés, donc dans 70 ans, 75 ans, même 80, ont un niveau de performance cognitive qui est tout à fait comparable à celui de personnes plus jeunes, de personnes dans leur trentaine. Et ça, c'est important parce que ce que ça veut dire, c'est que, puisque enfin, la cognition, elle est bien dans le cerveau quelque part, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le cerveau de ces gens-là qui leur permet de maintenir un niveau cognitif élevé. Alors, j'ai utilisé le terme neuroprotection dans le titre. La neuroprotection, on pourrait la définir comme cette préservation relative de la structure du cerveau, mais aussi de sa fonction. Ça comprend aussi la compréhension des déterminants de la neuroprotection, que ce soit environnementaux ou génétiques, les mécanismes impliqués, et puis le développement de programmes ou d'agents neuroprotecteurs qui pourraient favoriser la cognition des aînés. Et dans mon travail, au cours ça fait un peu peur de le dire, mais au cours des 20-30 dernières années, et aussi grâce à des collègues à moi qui m'ont intéressée aux interventions cognitives, comme Jean Châtelois, Sophie Fontaine, Isabelle Peretz, Claudine Leclerc, eh bien, je me suis intéressée au processus de neuroprotection, mais en me focalisant particulièrement sur les entraînements cognitifs. Parce que, d'une part, je pense que c'est un outil puissant, parce que ça permet d'évaluer expérimentalement, en quelque sorte, les processus de compensation et de neuroprotection. On est capable de manipuler, de voir ce qui se passe quand on a reçu un entraînement versus quand on n'en a pas reçu. Et puis aussi parce que ça peut avoir un impact gigantesque, évidemment, pour les aînés qui veulent mettre en place des conditions qui sont favorables à leur cerveau et qui sont favorables à leur santé cognitive. Alors, dans cette diapositive un peu chargée, c'est un résumé d'un travail qu'on a fait, entre autres avec Jacob Stern et d'autres chercheurs qui s'intéressent à la question de la réserve et de la résilience, où on a tenté un peu de définir les termes pour être sûr qu'on parlait des mêmes choses. Et dans ce travail, on a distingué ce qu'on va appeler le maintien cérébral de la réserve cognitive. La réserve, c'est un terme qu'on utilise beaucoup. Alors, le maintien cérébral, pour nous, réfère à l'absence de changement cérébral avec l'âge. En anglais, on peut utiliser aussi on a utilisé le terme brain maintenance, resistance. C'est vraiment de préserver l'intégrité neurochimique, structurelle du cerveau. Alors que la réserve cognitive est une propriété ou certaines propriétés du cerveau qui vont permettre de préserver la cognition malgré la présence de changements cérébraux. Donc, dans la réserve cognitive, on se dit, oui, il y a des changements cérébraux qui sont soit pathologiques ou qui sont liés au vieillissement normal, mais malgré ces changements, la personne semble en quelque sorte être résilient à ces changements-là. La personne est capable de préserver sa cognition. Et dans le graphique que vous avez ici, c'est un peu une représentation de ces deux éléments avec le maintien en rouge et la réserve en vert. Et ce qu'on voit, c'est que l'âge est associé à des changements au niveau pathologique, à des changements au niveau structurel ou de la fonction cérébrale. Et ceci a un impact sur la cognition. Mais la maintenance va référer au fait que ces changements avec l'âge vont être moins importants, alors que la réserve fait référence au fait qu'on a bel et bien des changements chez certains individus, mais pour des raisons qu'on ignore, et on cherche vraiment à savoir pourquoi, comment ça se passe, ces changements-là ont moins d'impact sur la cognition que ce à quoi on s'attendrait. Alors, évidemment, la réserve, c'est important, c'est ce qui est en vert ici. Elle va s'exprimer quand il y a un échec du maintien cérébral. C'est-à-dire, si le cerveau est bien en forme, il n'y a pas de changement au niveau cérébral, bon, il y a moins besoin de mettre en place ces processus de réserve, mais quand il y a effectivement des changements au niveau cérébral, soit de la pathologie ou alors des changements au niveau structurel fonctionnel, à ce moment-là, la réserve peut venir modifier ou modérer ou réduire l'impact de ces changements cérébraux sur la cognition. Alors, un autre
Une autre donnée qui a été très, très importante dans la poursuite de mon travail, c'est toute cette notion qui nous vient de l'épidémiologie et qui montre qu'il y a énormément de facteurs qu'on va appeler modifiables, des facteurs de risque ou de protection modifiables, qui sont associés à la démence. Et ces facteurs de risque modifiables pourraient rendre compte de jusqu'à 40% des cas de démence. C'est-à-dire, vous avez ici ce graphique qui est maintenant assez bien connu, célèbre, qui montre que des facteurs modifiables comme l'éducation, mais aussi la perte auditive, l'hypertension, l'obésité, le tabagisme, l'isolement social, l'activité physique, vont contribuer à différents niveaux au risque de maladie d'Alzheimer, si bien que si on était capable de réduire ces facteurs de risque, on pourrait réduire jusqu'à 40% des cas. Et puis, ce qui m'intéresse ici, c'est évidemment le manque de stimulation cognitive, l'isolement social, qui à eux deux pourrait rendre compte jusqu'à 11% des cas. Manque de stimulation cognitive, je parle ici de l'éducation parce que l'éducation, c'est quelque chose qu'on reçoit tôt dans la vie, mais qui nous accompagne pendant toute notre vie. L'éducation qu'on reçoit à l'école va faire en sorte qu'on a un métier stimulant, qu'on va chercher des loisirs stimulants, etc. Donc, c'est un facteur qui va agir tout au long de la vie. Alors, évidemment, l'enjeu, dans le cas de mon travail, c'est est-ce que l'entraînement cognitif peut venir jouer dans la balance? Est-ce que l'entraînement cognitif peut venir remplacer ou compenser pour, par exemple, une éducation qui n'a pas été présente tôt dans la vie? On va y revenir tout à l'heure. Alors, tout ça, ces processus de neuroprotection pourraient être particulièrement pertinents dans le prodrome de la maladie d'Alzheimer. J'ai beaucoup travaillé sur la maladie d'Alzheimer et je m'intéresse à la neuroprotection aussi dans le vieillissement simple, mais je pense que c'est particulièrement important dans le prodrome de la maladie d'Alzheimer parce qu'on sait maintenant qu'il y a un long prodrome. La maladie, elle commence probablement 10-20 ans avant le moment où on pose le diagnostic. Et pendant toute cette phase-là, où la maladie se développe dans le cerveau, mais a très, très peu d'impact au niveau des signes cognitifs, il peut y avoir aucun symptôme ou juste une plainte subjective. Au fur et à mesure, ça arrive des problèmes, mais très, très légers. Eh bien, toute cette phase-là, et certains auteurs pensent que c'est une phase de compensation extrêmement active, c'est-à-dire que c'est une phase pendant laquelle il y a des processus de compensation très forts qui vont venir faire en sorte que justement les symptômes restent silencieux malgré la présence de pathologies dans le cerveau. Alors évidemment, il est possible que l'entraînement cognitif vienne prolonger, accentuer ces processus neuroprotecteurs. Alors, juste une petite parenthèse ici parce que je pense que c'est un travail important, intéressant qu'on a fait dans le cadre de CIMACU, du Consortium pour l'identification précoce de la maladie d'Alzheimer. C'est un travail qui a été fait avec Nick Corriveau-Lecavalier et des collaborateurs, co-chercheurs comme Serge Gauthier, Marie-Jeanne Kergoat, Simon Duchesne, Carole Hudon et aussi Samira Mella qui est vraiment une personne très importante au laboratoire au niveau de la neuroimagerie. On a montré qu'il y avait pendant cette phase prodromale de la maladie, avant le diagnostic, beaucoup d'activation cérébrale et vous avez ici le signal BOLD qu'on a enregistré lorsque les gens faisaient une tâche de mémoire associative. On voit une espèce d'effet U inversé, c'est-à-dire que par rapport au contrôle, aux personnes qui n'ont pas de plainte subjective ou de troubles légers de la cognition, on a une espèce d'accentuation de l'activation cérébrale qui éventuellement va régresser et on va voir de l'hypoactivation lors de la phase Alzheimer, la phase démentielle. Donc, cette espèce de phénomène de U inversé est intéressant parce qu'il signale peut-être des processus compensatoires sur lesquels on peut tabler. Alors, on a des besoins qui sont clairs. La population, les personnes âgées veulent qu'on leur parle et qu'on leur donne des stratégies compensatoires, qu'on les aide à maintenir une santé cognitive et cérébrale avec l'âge. Et on a une opportunité pour créer de la réserve parce qu'il y a l'air d'avoir des processus sur lesquels on peut jouer. Alors,
Donc, les entraînements cognitifs, pour moi, c'est sûr que c'est une voie très... Il y a d'autres, évidemment, façons d'aller préserver le cerveau et je pense qu'il y a plein de collègues qui s'intéressent, par exemple, à l'activité physique ou à la nutrition, etc. De mon côté, je me suis intéressée aux entraînements cognitifs parce que c'est une stimulation cognitive qu'on peut dire tardive, qu'on peut manipuler, et qui peut nous servir à comprendre les processus de compensation. Les interventions cognitives peuvent réduire l'impact du déclin cognitif en améliorant la cognition, mais aussi en outillant les aînés avec des stratégies. Donc, on peut juste de favoriser ou d'améliorer la cognition, de leur donner des outils pour être plus efficaces dans leur quotidien, c'est déjà une avancée extraordinaire. Mais plus encore, si on peut modifier le cerveau, ben, peut-être qu'on va créer une forme de réserve et ainsi compenser pour des conditions défavorables. Et ça peut être extraordinairement puissant. Alors, moi, je me suis intéressée aux entraînements qui touchent la mémoire, qui touchent l'attention, parce que ce sont des composantes cognitives qui sont atteintes dans le vieillissement et qui sont importantes pour l'autonomie des aînés. Je me suis intéressée aux âgés cognitivement sains ou ceux à risque de maladie d'Alzheimer. Et la question que je vais poser au cours des prochaines minutes, c'est est-ce que ces interventions sont efficaces? Est-ce que l'effet positif est durable dans le temps? Est-ce qu'il y a un transfert dans la vie réelle? Ça donne-tu quelque chose en vraie vie, ça? Quel est l'effet sur le cerveau et quel est le lien avec la réserve? Bon, ici, c'est juste pour vous montrer un ensemble d'études que j'ai menées avec des collègues et Brigitte, qui est ici aujourd'hui, a été vraiment une collaboratrice très importante, Brigitte Gilbert, dans ce travail, mais aussi Serge Gauthier, qui a été toujours quelqu'un qui a beaucoup poussé les interventions cognitives et le programme NEMO. C'est un essai contrôlé randomisé, simple aveugle, sur 6 mois, et ici, avec une intervention cognitive et 2 interventions contrôle. Vous voyez ici 16 heures d'entraînement, c'est relativement court. On va voir tout à l'heure que l'effet de dose est très intéressant. On a regardé, évidemment, on a mesuré différentes choses avant l'intervention, après l'intervention, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, et grâce à un financement qu'on a eu de Lucilab, on a réussi aussi à aller rechercher des gens et à les tester 5 ans plus tard. Et vous allez voir, les résultats sont absolument époustouflants. 145 personnes avec un trouble cognitif léger, ce sont des gens donc, qui sont à haut risque de développer une maladie d'Alzheimer, donc des gens pour qui ça peut être particulièrement utile et pertinent d'améliorer la cognition. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Ben, on fait un entraînement cognitif où on va leur enseigner des stratégies de mémoire. Vous savez, les différentes stratégies ici, on n'a rien inventé, il n'y a rien de bizarre là-dedans. Ce sont des stratégies bien connues, mais les aînés, ils n'utilisent pas nécessairement ce type de stratégie, ni les jeunes d'ailleurs. Mais c'est des stratégies qui sont très puissantes, très efficaces. Et puis, on a aussi entraîné un peu leur attention, leur capacité d'imagerie mentale. On leur a donné beaucoup d'informations sur c'est quoi qui change avec l'âge, mais aussi c'est quoi qui reste bien avec l'âge. On a beaucoup d'exercices qu'on fait en groupe, qu'on pratique ensemble, des exercices à la maison. Donc, ça, c'est l'intervention mémo. Le contrôle actif, c'est qu'évidemment, il faut comparer l'effet de mémo à quelque chose qui soit aussi, je veux dire, stimulant à un certain niveau, mais qui ne soit pas une intervention cognitive. On veut s'assurer que l'effet de l'entraînement n'est pas dû au fait que les gens viennent, qu'on s'occupe d'eux, qu'ils sont contents, qu'ils échangent, etc., mais vraiment que c'est spécifique à cette intervention-là. C'est comme quand on donne un placebo dans une étude sur un médicament. Donc, c'est très important. On a utilisé une intervention psychosociale, très belle intervention, parce que c'est une intervention qui focalise sur le bien-être, qui veut prévenir la détresse psychologique et augmenter les activités et rencontres significatives. Puis, on s'est dit, ben, peut-être qu'il y aura un effet, puis ce serait bien aussi
de leur offrir des interventions qui sont un peu plus psychosociales ou un peu plus qui s'intéressent au bien-être, parce que ces gens-là, ils sont très inquiets et puis ils sont pas contents parce qu'ils ont plein de mémoire et voient que leur mémoire commence à être moins bonne. Et ça, c'est les résultats. Vous avez ici en pré-intervention, post-intervention, après l'intervention. Donc, déjà, on voit qu'il y a un effet sur la mémoire qui est très clair. 3 mois plus tard, 6 mois plus tard. Ici, dans ce groupe, dans cette ligne du haut, c'est le groupe qui a reçu l'intervention mémo, l'intervention d'entraînement mémoire. Et on voit, l'effet est très clair. C'est le seul groupe qui s'améliore. Et ici, c'est significatif. Il y a un maintien qui est remarquable dans le temps. Ça ne bouge même pas. Donc, ça veut... bon, on était un peu déçus. Je pense qu'il y a probablement un petit peu de... C'est probablement dû au fait que les gens n'étaient en fait pas si mal que ça au niveau de leur santé psychologique. Il y a eu très, très peu d'effets au niveau des symptômes dépressifs, anxieux et du bien-être, mais même dans l'intervention psychosociale. Mais il reste qu'on a un très, très bel effet au niveau de la mémoire. Et ça, c'est un résultat que j'aime beaucoup. C'est peu de sujets, parce qu'il a fallu les recontacter 5 ans plus tard. Puis il y en avait qui n'étaient plus là, qu'on ne rejoignait pas. Mais sur le petit groupe qu'on a, on a un effet remarquable après 5 ans, dans la mesure où le groupe qui a reçu l'intervention cognitive continue à être supérieur aux 2 autres groupes 5 ans plus tard. Ça baisse un peu, mais l'effet est toujours significatif. Et on va voir tout à l'heure l'effet de transfert. Il y a d'autres effets dans cette étude-là avec le suivi de 5 ans qui sont aussi remarquables. Alors, on s'intéresse aussi aux interventions sur l'attention, sur la mémoire de travail. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même des composantes importantes pour la vie de tous les jours. Dans nos interventions sur l'attention, on s'est beaucoup intéressé à l'intervention en priorité variable et je sais que Louis Barrère aussi a travaillé beaucoup là-dessus, Arthur Kramer. C'est une intervention qui est vraiment intéressante et je pense que c'est vraiment très, très... c'est une intervention qui a beaucoup d'effets et je pense que c'est parce que c'est une intervention qui amène les gens vraiment mieux comprendre leur fonctionnement attentionnel. C'est assez simple. Les gens vont faire... C'est du multitâche. Les gens font 2 choses à la fois. On en fait beaucoup dans notre vie de tous les jours. Donc, ils vont faire ici, c'est une condition expérimentale. Donc, on leur demande de résoudre des équations alphanumériques. Par exemple, est-ce que B plus 2, est-ce que 2 lettres après B, c'est bien D? La réponse est oui. Donc, ils vont faire oui. Et ils vont continuer comme ça à résoudre différentes équations alphanumériques et en même temps, ils vont détecter chaque fois que cette barre-ci devient rouge. Mais le truc ici, donc ils font 2 choses à la fois et le truc, c'est qu'ils vont varier leur focus attentionnel. Vous êtes sur l'autoroute, vous conduisez, vous jasez avec votre sœur. Si tout à coup, il y a beaucoup de trafic, vous allez réduire la conversation, votre attention sur la conversation pour focaliser sur la route. C'est cette capacité à modifier la balance attentionnelle qu'on veut pratiquer avec les aînés. Parce que quand on modifie la balance attentionnelle, ça veut dire que quand on est dans la vraie vie, on est encore capable de le faire et on sait que ça, avec le vieillissement, c'est quelque chose de plus difficile. Donc, parfois, on va leur dire, mettez plus de votre attention sur les lettres. Parfois, on va leur dire, mettez plus de votre attention sur la barre. Alors, juste un petit exemple ici, mais c'est une tâche où, par exemple, ici, mettez plus de votre attention sur l'équation. Donc, ici, vous devez détecter la barre qui devient rouge et en même temps, juger ces équations alphanumériques. Donc, qu'est-ce que ça donne, ce type d'intervention? Des effets très intéressants. D'une part, chez les aînés avec un trouble cognitif léger, on voit que le coût en double tâche, c'est-à-dire le coût en performance qui fait de faire cette tâche attention divisée, il est réduit de façon très importante. C'est-à-dire, vous êtes plus capable, après l'entraînement, donc on fait cet entraînement pendant plusieurs séances, évidemment,
Les aînés, après l'entraînement, ont beaucoup plus de facilité à faire les deux tâches en même temps. Donc, ils sont davantage en mesure de partager leur attention de façon appropriée entre les deux tâches. Et ça, on l'a comparé avec une condition où ils vont juste pratiquer chacune des tâches l'une après l'autre. Ici, c'est les résultats un peu similaires, c'est chez des âgés sains, et on voit essentiellement la même chose, c'est-à-dire qu'après l'entraînement, les aînés sains ont aussi cette capacité non seulement à réaliser les deux tâches en même temps, mais aussi à modifier leur focus attentionnel. Donc, ce que ça veut dire, c'est que s'ils sont dans la vraie vie, qu'ils doivent réduire l'attention qu'ils portent à la conversation pour mieux porter attention à la conduite, ils vont être en mesure de le faire grâce à cet entraînement. Donc, ça, c'est un entraînement qui semble très efficace pour améliorer l'attention des aînés. Conclusion, intérimaire, on a 2 entraînements ici qui sont très stratégiques, qui visent la mémoire et l'attention et qui vont augmenter les composantes visées chez les aînés, mais aussi chez les personnes avec troubles cognitifs légers, qui sont en risque d'Alzheimer. Maintenant, est-ce que ces effets se généralisent? Parce qu'évidemment, nous, on n'est pas là pour améliorer la performance sur la tâche de rappel de mots ou sur une tâche expérimentale qu'on fait passer dans le laboratoire. L'idée, c'est que ces gens-là améliorent leur performance dans la vraie vie. On ne peut pas les suivre dans la vraie vie, on utilise pour ça des questionnaires. Ça, c'est l'étude de Memo, donc la première étude. On a observé un transfert, surtout quand on leur demande « Est-ce que vous utilisez des stratégies au quotidien? » Donc, effectivement, les gens rapportent qu'ils utilisent davantage de stratégies dans leur vraie vie, mais on ne voit pas d'amélioration sur les activités complexes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement d'amélioration si on leur demande « Est-ce que vous avez de la difficulté à gérer votre budget? Est-ce que c'est plus difficile de faire la cuisine, etc. » Ben, ces activités complexes ne sont pas nécessairement améliorées suite à l'intervention. Par contre, on a un résultat intéressant après 5 ans. Donc, vous voyez ici l'effet sur les activités complexes. On n'a pas plus d'effet. On semble avoir une petite amélioration de l'utilisation des stratégies dans la vraie vie chez nos 3 groupes. Mais ce qui nous a vraiment impressionné, c'est l'effet sur le MoCA. Pourquoi le MoCA? C'est important, c'est parce que c'est une mesure clinique. C'est une mesure qui n'a rien à voir avec l'intervention qu'on a fait faire. Mais ce que ça semble indiquer, c'est que et puis, comme ce sont des gens avec troubles cognitifs légers ici, c'est sûr que si le MoCA baisse, ça veut dire que c'est peut-être des gens qui sont en train de progresser vers la démence. Bien, on a une réduction du MoCA chez les 2 groupes qui n'ont pas subi l'intervention mémoire, mais on a un maintien extraordinairement impressionnant et qui reste dans la normale, tout près de la normale, chez le groupe qui a reçu l'intervention mémo. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous excite beaucoup parce que ça nous indique que ces interventions-là ont peut-être un effet beaucoup plus important que juste donner des stratégies, mais il y a peut-être un effet lié à la réserve ou aux capacités de neuroprotection. On s'est aussi intéressé récemment à la réalité virtuelle pour tenter de mieux entraîner et mieux mesurer le transfert. Il y a certains défis à mesurer le transfert puis à l'entraîner parce qu'évidemment, on veut que les interventions aient un effet bénéfique dans la vraie vie. On évalue souvent ces effets avec des questionnaires. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez plus de difficultés à gérer votre budget ou à faire… Mais ça, c'est très subjectif. Ce n'est pas des mesures vraiment objectives. Nous, les chercheurs, on aime beaucoup les mesures objectives. Alors, on s'est intéressé à l'utilisation de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, on peut la définir comme une expérience immatérielle. On n'est pas vraiment dans le dépanneur, on n'est pas vraiment dans une voiture, mais ça reproduit la réalité physique. Et ça peut être très utile parce qu'on peut créer toutes sortes d'environnements, on peut créer des scénarios, c'est multisensoriel, ça reproduit la complexité des activités de vie de tous les jours, il y a de l'interactivité, on peut faire des mesures objectives, mais on peut les valider, on peut les normaliser, et c'est de plus en plus accessible.
Et ça, c'est un travail, une expertise que Marc Fouestet, entre autres, Arnaud Bouju, mais aussi a développé récemment, et on est très, très heureux de pouvoir utiliser cette technologie. Donc, voici par exemple un exemple de dépanneur. C'est un dépanneur dans lequel on va donner une liste de mots et on va, pas de mots, mais d'items à aller rechercher dans le dépanneur. Bon, c'est pas la réalité, mais si je vous mets dans cet environnement-là, vous allez être impressionné de comment on a une espèce d'impression d'immersion. On a vraiment l'impression d'être là. Ah bon, ici, c'est dommage, je parlais, là, mais ce qui est remarquable, c'est Arnaud qui a fait ça, Arnaud Bouju, c'est qu'il a utilisé l'appartement qu'on a. On a un appartement expérimental, Nathalie Bière et moi, au centre de recherche. Il l'a littéralement virtualisé, c'est-à-dire qu'il a pris l'appartement et il en a fait une version virtuelle, parce qu'ici, ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce que d'entraîner en réalité virtuelle permet de faciliter le transfert dans la vie virtuelle, dans la vie réelle. Donc, on va entraîner les gens dans l'appartement virtuel et après, on va aller les tester dans l'appartement réel. Donc, ça, on a ici une capacité d'aller vraiment se rapprocher le plus près de notre objectif qui est de faciliter l'autonomie des gens dans leur vraie vie. Je vais pas vraiment m'attarder à ces études-là en réalité virtuelle parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais c'est juste pour vous dire qu'on a fait quand même pas mal de travail, puis on a montré que la réalité virtuelle, ou en tout cas ces situations en réalité virtuelle, on a un scénario dans une boutique virtuelle, une promenade en voiture virtuelle. On a aussi, ce qu'on a observé, c'est qu'on observe des transferts beaucoup plus important que quand on utilise des mesures auto-rapportées. Et pourtant, les mesures virtuelles sont très, très différentes de ce qui est entraîné. Donc, ce n'est pas parce que les gens c'est pas parce qu'on les mesure avec quelque chose sur lequel ils ont été entraînés directement. Ils n'ont pas été entraînés avec la promenade en voiture visuelle. Ils n'ont pas été entraînés dans la boutique virtuelle. Mais ils transfèrent leur amélioration dans ces conditions. Donc, voilà. Bon, peut-être un petit mot de bémol par rapport à la réalité virtuelle. Ça ne marche pas tout le temps, malheureusement. Et là, ça nous ramène un peu à la complexité du transfert. Ça, c'est une étude très, très bien faite par Arnaud Bouju et aussi en collaboration avec le laboratoire de Louis Béraire et des étudiantes Lynn Valérie Verti, Samantha Maltezos et Samira. Mais là, ici, on s'est intéressé à l'entraînement en mémoire de travail avec Neuropi, qui est un outil développé par l'équipe de Louis et qui entraîne soit la mise à jour ou l'inhibition, puis on a une condition contrôle qui permet de mesurer, qui permet d'entraîner les connaissances générales. On ne s'attendait pas vraiment à avoir un effet, c'était notre condition de comparaison. Et ce qu'on a observé, c'est que quand on regarde l'amélioration sur les tâches entraînées, on voit que les gens s'améliorent bel et bien. Donc, ils sont de mieux en mieux sur soit sur la tâche de mise à jour ou sur la tâche d'inhibition, mais on voit très, très peu de transferts. On voit peu de transferts dans des tâches de mise à jour ou d'inhibition qui sont un peu différentes de celles entraînées. On voit très peu de transferts sur des tâches de mémoire de travail complexes. Et même, malheureusement, en réalité virtuelle, on espérait voir un peu de transfert de ce côté-là. On n'a rien vraiment de significatif. Donc, ça rejoint un peu toute la question du défi du transfert. On n'est pas les seuls. Il y a beaucoup de gens et d'études qui montrent qu'il y a vraiment une difficulté à mettre en évidence un transfert. C'est un écueil majeur pour l'entraînement cognitif. Donc, il faut mieux travailler pour essayer de mieux définir comment on peut faciliter le transfert. Et évidemment, il faut aussi se poser la question de quel type de transfert on souhaite dans une perspective clinique. Moi, en tout cas, dans ma perspective, le transfert que je souhaite est plus un transfert vers la vraie vie plutôt que vers d'autres tâches expérimentales ou le transfert vers des mesures cliniquement significatives. Mais il reste qu'il faut se poser la question de comment on peut mieux mesurer le transfert. Est-ce qu'il n'y a pas des entraînements ou des types d'entraînements ou des doses qui pourraient
favoriser le transfert, d'autres peut-être moins? Est-ce qu'il y a des gens qui sont peut-être plus à même de transférer que d'autres? Ça, c'est encore des questions qu'on se pose et qu'on va essayer d'aborder dans le cadre de nos travaux futurs. Dernier grand élément dont je voudrais parler, c'est l'impact sur le cerveau. Évidemment, je suis dans un centre de recherche qui a mis de l'avant toutes les études sur mieux comprendre le cerveau vieillissant. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut s'intéresser aux effets de l'entraînement sur le cerveau? D'abord parce que ça permet de développer des modèles mécanistiques basés sur ces effets observés sur le cerveau, puis peut-être contribuer au modèle de réserve, de compensation. Et puis, au niveau clinique, peut-être que ça permet aussi d'éclairer le choix ou la construction d'un entraînement approprié. Peut-être que ça peut guider les cliniciens aussi sur le bon choix en fonction de l'impact recherché. Est-ce qu'on veut, par exemple, restaurer une région cérébrale qui est touchée chez des gens cérébro-lésés, ou est-ce qu'on veut compenser en reposant sur une région intacte? Si on sait l'effet précis qu'a une intervention sur le cerveau, ça permet de guider ce choix-là. Et puis, certains auteurs ont aussi tenté de voir si on peut identifier des répondeurs sur la base de leur structure ou de leur fonctionnement cérébral. Peut-être que ceux qui répondent bien aux interventions ont un cerveau qui est différent de ceux qui répondent moins bien. Et alors, moi, aujourd'hui, je vais plus vous parler de ça, du développement de modèles mécanistiques ou comment ça peut contribuer à la réserve. Et pour ça, j'utilise ce que j'appelle le modèle interactif, qui est un modèle qui propose que les interventions vont avoir un effet sur le cerveau qui va être différent selon différents facteurs liés à l'intervention même, donc modalité, la dose, le domaine ciblé, et selon des caractéristiques de la personne, par exemple. Est-ce que la personne a une plus grande réserve cérébrale à la base? Est-ce qu'elle a une lésion cérébrale? Et si oui, quelle est la région atteinte? Quelle est la sévérité? La modalité, on va s'intéresser, vous allez voir dans 2-3 minutes, là, à la distinction entre des entraînements plus stratégiques versus liés à la pratique répétée. Alors, première étude, et ça date déjà de quelques années, là, de 10 ans d'ailleurs, avec mes collègues usuels, les premiers collègues dans l'étude des interventions, qui sont Samira encore, Brigitte Gilbert, Francine Fontaine, Serge Gauthier et aussi Francis Clément, un des étudiants au doctorat qui est maintenant médecin d'ailleurs, généraliste. Alors, ici, ce qu'on a montré, c'est des résultats très intéressants parce que, dans le fond, on a montré qu'en général, l'entraînement stratégique de mémoire, qui est un entraînement vraiment qui fait appel à l'apprentissage de nouvelles stratégies, donc de nouvelles façons d'encoder l'information, est essentiellement associé à de l'activation de nouvelles régions. C'est-à-dire que les gens, il n'y a pas une réduction, comme certains auteurs ont montré, il n'y a pas de réduction de l'activation après l'entraînement. Il y a essentiellement un recrutement de régions qui ne sont pas nécessairement les régions typiquement associées à la mémoire verbale et quelques activations qui sont accrues, mais essentiellement des relations nouvelles et des activations nouvelles et une corrélation significative post-entraînement entre une activation pariétale à droite et la mémoire en post-entraînement. Et ça, c'est intéressant aussi parce que nos interventions dans Mémo sont très basées sur l'imagerie mentale. Donc, le fait qu'il y ait une corrélation entre cette activation pariétale est très cohérent avec le type d'intervention qu'on leur apporte. Donc, ce n'est pas totalement out of the blue. Non, les interventions ont des effets qui sont très en lien avec le type de stratégie qu'on leur offre. On s'est aussi intéressé à une comparaison directe entre des entraînements stratégiques versus répétés. Là, je vous ramène un petit peu à cet entraînement en attention où on va apprendre aux gens à contrôler leur priorité attentionnelle. Puis, on a comparé ça à un entraînement où ils vont faire chacune des tâches, mais de façon répétée, chacune des tâches individuellement. Puis, on a regardé les changements au niveau cérébral après l'intervention stratégique et après l'intervention focalisée, répétée,
parce que notre hypothèse, c'était qu'un entraînement stratégique va amener un recrutement de nouvelles régions, parce qu'on fait les choses de façon différente, alors que l'entraînement répété va amener une réduction de l'activation dans les régions spécialisées parce que la personne devient plus efficace à faire la même tâche, mais elle ne va pas engager des nouvelles stratégies. Et c'est exactement ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire que l'entraînement en priorité variable amène une nouvelle activation dans la région préfrontale, qui est une région impliquée dans le contrôle attentionnel, alors que l'entraînement focalisé répété amène une réduction de l'activation dans 2 régions qui sont impliquées en mémoire de travail. Donc, les gens ont besoin de moins d'activation pour réaliser la tâche suite à ce type d'entraînement. Donc, ça, c'est intéressant parce que, dépendant de ce qu'on veut améliorer chez un patient, on peut avoir intérêt à aller vers un type d'entraînement plutôt qu'un autre type d'entraînement. L'autre question qu'on s'est posée avec la neuroimagerie, c'est pouvons-nous reproduire l'effet de la réserve qu'on accumule tout au long de sa vie sur le cerveau avec un entraînement cognitif? Donc, la première question, c'est quoi l'effet de la réserve? C'est quoi les processus neuronaux qui sous-tendent la réserve cognitive? D'abord, on va se poser cette question-là. Ensuite, on va voir, est-ce que ça peut être changé ou ça peut être compensé avec les interventions? Pour identifier les processus neuronaux qui sous-tendent la réserve, on a utilisé la cohorte CIMACU, qui est une cohorte de personnes à risque de démence. Et il y a aussi des âgés normaux dans cette cohorte-là. On a regardé les activations cérébrales chez 108 adultes sans démence. Puis, on a utilisé un proxy de réserve, c'est-à-dire un questionnaire qui permet de savoir quel type de profession vous avez eu, avec quelle sorte d'éducation, quels sont vos loisirs, etc. Donc, la première question, c'était de savoir, est-ce qu'on est capable d'identifier les régions cérébrales qui sont associées à ce questionnaire de réserve? Et on a identifié 2 régions, une région temporale droite et une région au niveau du fusiforme gauche. Donc, 2 régions qui sont associées à la réserve. Mais ça ne nous dit pas que c'est protecteur. Et la deuxième étape était vraiment pour s'assurer que c'était protecteur. Ce qu'on a regardé, c'est qu'on sait que le volume hippocampique est associé à la mémoire, excusez-moi. Donc, on a observé effectivement que ce volume hippocampique, plus il était petit, moins bonne était notre mémoire dans une tâche indépendante de celle qu'on a utilisée dans l'IRM, où on doit, par exemple, mémoriser un visage et un nom. Et ce qu'on a observé, c'est que cette région temporale, elle modère l'effet néfaste de l'atrophie hippocampique sur la mémoire associative. C'est-à-dire que si on a peu d'activation dans cette région-là, on a effectivement une relation entre l'hippocampe et la mémoire associative, si bien qu'un faible volume hippocampique est associé à une moins bonne mémoire. Mais quand on a une haute activation dans cette région, il n'y a pas cette relation. Vous le voyez ici en assuré. Et qui plus est, ceux qui ont un faible volume hippocampique ont finalement une meilleure performance, et ça a du sens. C'est-à-dire qu'on peut avoir une très bonne performance de mémoire malgré un faible volume hippocampique. Donc, on a vraiment cet effet protecteur lié à cette région ou à l'activation de cette région. Dans la deuxième étude, on a voulu savoir si l'entraînement restaurait ces activations. C'est-à-dire, si je donne un entraînement à ces gens, est-ce que je suis capable de ramener leur niveau d'activation? Et la réponse est oui. Vous avez ici des aînés. C'est un autre groupe, donc c'est vraiment indépendant comme support. Vous avez des aînés qui ont une plainte subjective. On les a entraînés avec la méthode des lieux, qui est une des méthodes qu'on a dans le programme MEMO. Et on a des changements au niveau du cerveau, mais il y a 2 régions où il y a une interaction avec l'éducation, c'est-à-dire que les gens plus éduqués, comme on l'a montré dans la cohorte CIMACU, montrent plus d'activation au niveau des régions temporales que les personnes qui sont moins éduquées. Mais cet effet-là, on voit qu'il est restauré
C'est-à-dire qu'avec l'intervention, au fur et à mesure qu'on donne de l'intervention, on voit que chez les personnes avec plus faible éducation, cet effet est totalement inversé, si bien qu'il ne se distingue plus des gens avec haute éducation après l'intervention. Ils se distinguent avec ceux de haute éducation. On voit qu'il y a un effet un peu particulier ici, et ça on pourra en parler. Mais en tout cas, on restaure l'activation temporale chez les gens avec basse éducation. Donc, pour résumer, vous avez le graphique ici de tout à l'heure que je vous ai présenté plus tôt de la réserve et de la maintenance. Mais focalisons sur la réserve. On voit que l'âge est associé à une réduction du volume de l'hippocampe, c'est ça qu'on a montré, qui a un impact négatif sur la mémoire associative. La réserve accumulée tout au long de la vie, donc le fait d'avoir eu beaucoup d'éducation, une profession stimulante, protège des effets de l'atrophie hippocampique en permettant un plus grand recrutement temporel ou via un plus grand recrutement des régions temporales, une région temporale impliquée dans le réseau de mémoire. Mais ce recrutement accru est réinstauré, si on veut, chez les personnes qui ont une basse réserve grâce à l'intervention cognitive. Donc là, on a vraiment, avec ces 2-3 études, une espèce d'évidence que les interventions peuvent bel et bien produire une réserve tard dans la vie, puis que ça ne prend pas nécessairement tant de stimulation de ça pour reproduire des effets liés à la réserve. Alors, quelle est la suite de notre travail maintenant? Ben, on s'intéresse évidemment à mieux comprendre les modalités optimales, comme la dose, par exemple. J'ai beaucoup d'intérêt récemment sur la dose. Je m'intéresse à savoir, bon, c'est quoi une bonne dose, c'est quoi la forme de la fonction dose-réponse. C'est comme un médicament. Quand on développe un médicament, on veut savoir c'est quoi la bonne dose, parce que si on n'en donne pas assez, c'est plate. Si on en donne trop, ça coûte beaucoup de sous pour rien. Donc, on veut avoir une dose optimale. Et puis, pour examiner un peu cet effet-là, cette question-là, je me suis intéressée à une étude auquel j'avais participé dans le passé, qui est l'étude des MAPT. C'est une très grande étude multidomaine, mais on s'est intéressé et il y a différentes caractéristiques dans cette étude-là qui nous permettent d'aller voir la dose, c'est-à-dire est-ce que le nombre de séances qu'on reçoit comme individu détermine l'efficacité, puis est-ce qu'il y a une dose optimale? Et on a des résultats très intéressants, comme vous voyez ici, avec une montée, et ça, on voit bien une forme un peu sigmoïdale, mais on a une montée assez rapide et puis après un très, très long plateau avec une dose optimale de 12 à 14 séances. C'est sûr qu'on voit un petit regain ici à la fin, mais ce petit regain au niveau, je dirais, clinique, le rapport coût-bénéfice est relativement faible. Et donc, on peut se dire qu'avec une dose de 12 à 14 séances, on a vraiment le gros de l'effet. Et ça, c'est très important pour guider la pratique. Alors, autre suite qui nous intéresse, c'est créer des interventions plus variées et surtout voir comment on peut les mettre en œuvre dans la communauté, avec les utilisateurs, avec des approches de type Implementation Science, puis avec toute une équipe, là, Tan Vu, puis Anaïs Ansaldo, puis Nathalie Bière et bien d'autres. On a mis en place une version web de différents programmes qui favorisent la santé cérébrale. Et entre autres, le programme Mémo est maintenant, on veut informatiser. Donc, ça, c'est bien parce que, évidemment, ça va favoriser grandement l'accès aux gens qui ne sont pas nécessairement en mesure de se déplacer. On a aussi beaucoup travaillé avec, ça, c'est une étude avec la Suisse et la Belgique et encore des collègues du centre de recherche en collaboration avec MindMaze, une firme qui est en Suisse, où on a développé un programme sur tablette qui comprend des exercices physiques et cognitifs. Et puis, on a essayé dans le cadre, c'est bien, mais ce que je trouve rigolo dans cette étude-là, il faut quand même s'amuser quand on fait de la science aussi, c'est qu'on a développé un jeu vidéo avec la tâche de priorité variable. Ça a été fait avec MindMaze.
Et on a, ici, la personne doit à la fois détecter ce qui est les formes sur le bitume et puis livrer des choses dans une boîte aux lettres. Donc, et puis, il y a vraiment la priorité variable dans la mesure où on leur demande de prioriser leur focus attentionnel. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça permet de mettre un peu plus de rendre plus ludique des entraînements qui sont sinon très, très plates, hein, on se le dit. Avec Claude Rasson et la firme Beam Me Up, on a aussi pas mal d'études très intéressantes qui sont en cours. Dans ces études-là, qui font aussi appel à l'environnement, on va... est-ce que vous m'entendez encore? Oui. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va adapter le contenu qu'on offre à l'affect des participants. Donc, on présente des environnements virtuels tout en enregistrant les EEG qui permettent de prédire ou en tout cas d'établir l'affect des participants. Et on a fait une preuve de concept qui montre qu'effectivement, le fait d'adapter le contenu à l'affect des participants en présentant des paysages divers, par exemple, différents paysages, différentes scènes dans le train. Ici, on a une réduction de l'affect, donc un effet beaucoup plus important que quand on ne l'adapte pas. On a aussi plusieurs travaux qui visent à combiner l'entraînement cognitif avec des loisirs stimulants, apprentissage d'une langue seconde, apprentissage de la musique. Donc, encore une fois, avec l'idée de rendre les interventions un peu plus intéressantes pour les aînés. Et puis cette étude avec CCNA, qu'on appelle Brain Health Pro, dans lequel on est en train de mettre en place une plateforme web avec les différents facteurs de risque de Livingstone pour essayer d'éduquer, de donner plein d'informations et de trucs aux aînés pour améliorer leur santé cognitive et cérébrale. Donc, pour finir, je ne sais pas où j'en suis dans mon temps, mais je suis sûre que j'ai largement dépassé. Pour finir, la recherche sur l'Alzheimer, la recherche sur le vieillissement, c'est très, très longtemps focalisé sur ce que moi j'appelle les forces négatives en anglais, les negative drivers. Mais il est temps, et je pense que je suis très contente de voir qu'on est rendu là à un moment où on s'intéresse de plus en plus à ce que j'appelle moi les forces positives, les positive drivers. On essaie de les comprendre, on essaie d'en tenir compte, puis on essaie de développer des approches pour les favoriser. Évidemment, c'est complexe parce que ça nécessite à la fois des compétences en intervention, en neuroimagerie, mais ça a le potentiel d'avoir un impact majeur au niveau de la population. Alors voilà, je pense que je vais m'arrêter là. C'est sa petite animation. Peut-être terminer en remerciant tous mes collaborateurs professionnels, co-chercheurs qui, pour plusieurs, ont parfois été mes étudiants ou mes postdocs d'ailleurs, mais qui sont maintenant des collègues. Et plusieurs de ces co-chercheurs sont ici aujourd'hui, mes étudiants et postdocs, et le soutien financier, bien sûr le soutien du Centre, de l'Université de Montréal, du CIUS, qui a toujours été derrière moi et qui... je vous en suis très, très reconnaissant. Merci. Merci beaucoup, Sylvie. Assurément, une vision large. Moi, je suis très, très impressionné justement par cette capacité-là que tu as eue d'arrimer la recherche fondamentale et d'utiliser la neuroimagerie, entre autres, pour documenter les mécanismes en jeu dans l'effet des interventions. Ça, je trouve ça vraiment très, très impressionnant. Puis, en fait, c'est aussi une belle illustration de ce qu'on essaie de promouvoir depuis très longtemps, depuis André Rochelecourt, en fait, cet arrimage-là entre la recherche fondamentale. Je me souviens, André Rochelecourt discutait avec des linguistes. André Rochelecourt s'intéressait à l'aphasie, puis discutait avec des modèles, des linguistes, des modèles fondamentaux, des modèles théoriques du langage pour essayer de mieux comprendre l'aphasie, les troubles du langage des personnes âgées. Peut-être, on a peut-être quelques minutes. On avait réservé jusqu'à 13h30. Alors, s'il y a quelques questions, peut-être qu'on pourrait inviter des gens. Donc, on a eu plus de 200 personnes. Là. Je comprends qu'il y a quelques personnes qui ont dû partir, j'imagine, à cause d'autres engagements. Mais si vous avez quelques questions, vous pouvez peut-être vous
signaler en levant la main. Je vous donnerai la parole. Peut-être pendant que les gens se dégênent, je voulais juste aussi souligner qu'avec Isabelle Peretz, je me souviens, il y a très, très longtemps, on avait aussi ce modèle, je ne sais pas si Isabelle est là, mais est encore là, je sais qu'elle était là tout à l'heure, mais on avait ce modèle aussi où on montrait comment la neuropsychologie cognitive, avoir vraiment un bon découpage de la cognition, devait être à la base du développement de toute intervention éclairée en quelque sorte. Puis, moi, je pense que de la même façon que la neuropsychologie, le découpage de la cognition peut éclairer l'intervention, je pense aussi que le découpage du cerveau et des effets des interventions sur le cerveau peuvent aussi nous éclairer sur le choix des bonnes interventions. Écoute, je ne vois pas de main levée, mais je vais te poser une question pour essayer d'élargir ce que tu viens de dire justement aux dernières études que tu as présentées, qui présentent une espèce de tableau de bord multi-domaine, multi-intervention, donc l'activité physique, la cognition, la santé mentale. Est-ce qu'on n'est pas rendu justement à ce stade-là des interventions où on doit prendre en compte toute cette diversité-là de domaines d'intervention? Présumément, donc ma prémisse, en fait, c'est que peut-être pour certaines personnes, la santé cognitive est intimement liée au stress, à l'anxiété, et pour une autre, peut-être liée au manque d'activité physique, etc., non? Absolument. C'est drôle parce qu'avec Nathalie Bière, on en parlait justement par rapport à notre FCI, que c'était aussi une approche qu'on pouvait aborder parce qu'on sait que la cognition est influencée par différents facteurs et on sait aussi que les gens, puis ça c'est un peu notre travail qu'on veut faire dans le cadre de Brain Health Pro, on sait que tous ces facteurs peuvent être, les gens vont être à risque à différents niveaux dans chacun de ces facteurs. Donc, on peut être à risque pour la vision, mais être tout à fait en forme. On peut être quelqu'un qui est très, très cognitivement stimulé, mais ne pas être totalement sédentaire. Donc, il faut vraiment avoir une approche qui est un peu individualisée, personnalisée. Donc, et tenir compte du fait que la cognition est probablement effectivement expliquée par un ensemble de facteurs. Je vois Marie-André. Oui, bonjour. Je me lance dans ma question. Merci pour la conférence, super intéressant. Je suis étudiante à la maîtrise, puis je me demandais justement, vous avez parlé de l'entraînement cognitif puis de la réserve cognitive. Je me demandais combien d'entraînement, selon vous, ça prend pour une personne pour activer un petit peu cette forme de réserve cognitive. Puis ma deuxième sous-question, avez-vous testé des personnes qui avaient déjà l'Alzheimer puis l'effet de ces entraînements-là là, sur leur cognition? Oui. Bon, entraînement, première question, combien on a besoin, la dose, ça rejoint l'effet de la dose. Moi, j'ai regardé l'effet de dose en fonction de la réserve. Donc, ce travail que j'ai fait avec MAPT, j'ai eu la possibilité d'aller voir est-ce que la dose diffère selon qu'on a une basse réserve ou une haute réserve. J'ai vu des résultats intéressants parce que chez les gens qui ont une haute réserve, dans cette étude particulière, qui est une étude multidomaine, qui inclut nutrition, activité physique et stimulation cognitive, les gens qui avaient une base réserve en bénéficiaient davantage et plus il y avait de doses, mieux c'était. Donc là, on n'avait pas cet effet de plafonnement à 15 séances. Donc, je pense qu'il faut vraiment aller voir l'effet de dose doit effectivement être regardé en fonction de l'intervention qu'on a et en fonction du facteur qu'on regarde. Entre autres, ça pourrait intéresser Mylène. Là, on a regardé aussi chez les fragiles. Les fragiles, ceux qui sont comme plus à risque, aussi ont besoin de beaucoup de doses, davantage de doses. Donc, il semble que la dose pourrait effectivement être dépendante de nos caractéristiques particulières. Est-ce qu'on utilise ça chez les aînés qui vivent avec une démence? Non. La plupart des interventions que je vous ai décrites ne sont pas des interventions vraiment adaptées à ces gens-là, donc je ne les utiliserai pas. On sait qu'avec les démences, on va approcher plus on va utiliser plus des approches centrées sur les difficultés de vie quotidienne. Donc, on identifie un problème particulier, par exemple,
la personne pose sans... Puis je sais que Nathalie Biard a fait beaucoup de travail là-dessus et d'autres. Une personne qui pose sans arrêt la même question, ben, on va travailler avec le proche, on va travailler avec l'équipe soignante, s'il y en a, pour essayer d'identifier des stratégies, mais très terre à terre, là. Donc, on n'est pas dans de la réserve, parce que c'est comme si là, on est plus dans régler des problèmes, des enjeux quotidiens que vit cette personne-là. Alors que dans les phases prodromales, là, on peut effectivement donner des outils qu'elle-même va pouvoir généraliser à différentes situations. Excellent. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Nathalie? Attends, Oui, ben, tout d'abord, Sylvie, toujours inspirant de t'écouter. Quelle belle présentation, bien vulgarisée et vraiment passionnante. En fait, je sais que quand on fait une présentation, on n'a pas le temps de tout présenter, mais je me demandais si tu avais le goût de parler en quelques minutes de ce que tu fais à l'intérieur du quartier innovant, qui est une autre étape de tes travaux, qui est aussi passionnante et tellement utile pour la communauté. Absolument. Ben oui, c'est vrai, j'y ai pensé, hein, mais je me suis dit, bon, ils vont être tannés, là, ils vont être 5h30. Mais oui, quartier innovant, c'est très intéressant ce qu'on veut faire, qui est l'idée par Nathalie d'ailleurs, mais qui inclut, on va regarder des composantes de communication avec Nines et je pense que Simona est impliquée là-dedans, puis des éléments liés, c'est quoi le troisième déjà, Nathalie? La mobilité, la mobilité avec Joanne dans le quartier. Et nous, on s'intéresse plus à la cognition. On a deux aspects qui nous intéressent. D'abord, l'idée du quartier, c'est de dire, nous comme chercheurs, on va aller travailler avec les gens dans le quartier pour faire un quartier qui soit vraiment formidable. Mettons qu'on se dit notre rêve d'un quartier qui soit le quartier où tous les aînés veulent déménager parce que c'est un quartier qui est formidable pour eux, adapté pour eux, etc. Donc ça, c'est un peu notre vision, notre rêve. Et donc les trois composantes importantes, mobilité, communication, qui rejoint l'isolement, évidemment, et cognition. Et dans la cognition, on veut travailler avec la Maison de la Culture, la bibliothèque, pour essayer de voir comment ils peuvent répondre aux besoins des aînés qui leur demandent plein de questions, qui leur demandent d'accès à des programmes. Donc, on va travailler avec eux pour savoir comment on peut répondre à leurs besoins, de mieux répondre aux besoins des aînés. Et puis, on s'est intéressé aussi à toute la question de la stigmatisation. Comment on peut faire en sorte que les gens dans les commerces, que les gens à la bibliothèque, à la Maison de la Culture, ont une approche qui est bienveillante avec les aînés, qui savent comment aborder quelqu'un qui a un problème cognitif, comment déstigmatiser aussi les problèmes cognitifs dans la vraie vie auprès de ces gens-là. Donc, ce qu'on veut, c'est créer des programmes de formation, des lieux d'échange, une sensibilisation pour faire en sorte que le quartier soit vraiment favorable pour les gens qui ont des problèmes cognitifs et aussi qu'ils puissent répondre aux besoins de stimulation cognitive des aînés. Mais ça, c'est un living lab, hein, donc ça se fait vraiment avec les gens. C'est une autre approche très différente et ça a plein de défis. Puis avec Brain Help, on travaille beaucoup avec aussi un groupe de citoyens aviseurs. On n'est pas habitué, les chercheurs, mais c'est formidable ce que ça nous apporte. Ça nous met vraiment au défi. Il faut aller vers ça. Merci Sylvie. Alors, il est presque 13h30. Je vais signaler à tous, avec ton accord, Sylvie, si tu es d'accord, de mettre ta conférence sur notre site, notre site YouTube. Donc, YouTube, CRIUGM, vous allez trouver toutes nos conférences qui sont publiques et celle de Sylvie, donc aujourd'hui, si elle est d'accord, on va la mettre évidemment aussi avec ces conférences-là, donc vous pourrez y accéder. Dans le clavardage, là, il y a beaucoup de commentaires
utile, passionnant, magnifique combinaison, superbe présentation. Vous êtes inspirante. Merci, excellente présentation. Donc, beaucoup de commentaires très positifs. Donc, je pense que c'est une excellente appréciation vraiment de ta présentation aujourd'hui, Sylvie. Merci infiniment. Je pense que ça reflète très bien aussi l'inspiration que André Roch-Lecourt a insufflée au centre et vraiment, c'est difficile d'envisager pouvoir atteindre toute cette expertise-là dans tous ces domaines d'application du test. Donc, encore une fois, félicitations, c'est vraiment très inspirant. On voit tous les domaines de développement du centre de recherche à travers ta propre programmation de recherche. Donc, ça, c'est vraiment un modèle extraordinaire, je trouve. Alors, merci à tous. Je vois que les gens commencent à quitter. On a atteint plus de 200 personnes pendant ta présentation. Alors, je pense que c'est assurément un grand succès. Et on voit que tu resteras assurément très occupé déjà avec les projets en cours pour les prochaines années. Alors, merci, au revoir à tous et merci de votre participation.